Bonjour à tous les leftos, merci de nous rejoindre, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, bonjour à tous. On est très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et on espère que vous aussi, vous aimez bien notre présence tous les matins. Donc le rendez-vous c'est de 7h à 8h. Et on est prêt pour démarrer le rendez-vous du jour. Et oui, on prend de notre temps pour être avec vous, pour vous entretenir, vous donner tout ce qu'il faut pour commencer la journée. Et bien pour ce qu'il faut, nous allons commencer par le petit-déj. Aujourd'hui, effectivement, et on aura l'actu en 3 points, histoire de vous mettre au courant de certaines choses. On aura notre jeu, et oui, qu'on a démarré depuis hier. Et puis on verra notre talk avec Destination 225 et notre invité. Aujourd'hui, on sera avec un sexologue. On parlera du bien-être de l'esprit, on fera un peu de sport avec vous. Et pour finir, une sélection musicale qui nous mettra dans le bain avant de se mettre à sortir et à vaquer à nos occupations. Allez, on démarre tout de suite et maintenant. Très belle journée à vous. Installez-vous confortablement. C'est parti. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Le Petit Déj. Aujourd'hui nous sommes chez Alexandre Branger, voilà c'est lui aujourd'hui qui nous a invités. On va commencer la journée avec lui, on va prendre son petit déjeuner. Il nous réserve un petit déjeuner assez succulent, assez intéressant et il est à l'intérieur. Allez on y va. Bon il est déjà là, il a déjà tout installé. Voilà, il fallait installer le décor, c'est important. Allez Branch. Comment tu vas? Bon, on dit encore la vue, donc on peut même pas bien se toucher. On va trop se toucher quoi. D'accord. Bon c'est bon, on s'est déjà vu c'est vrai. Bah, il faut saluer quand même les Ivoiriens. Oui, c'est moi, Alexandre Branger. Moi, je suis en train de me mettre une petite glace à la maison. Hein. D'accord, donc c'est ambiance peace and love. D'accord. Alors, vous voyez, c'est notre gars, vous le connaissez. Il est très heureux de nous accueillir. Alors, Branger, tu m'avais déjà dit auparavant qu'on allait manger du croissant. Mais j'avais pas bien saisi les autres trucs là. Mais écoute, chez nous, les blancs, on reçoit avec des croissants, pain, chocolat. D'accord. Petit déjeuner, on appelle ça petit déjeuner américain. Des fois, c'est le gaba aussi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est un repas spécial. Un petit déjeuner spécial pour vous. Voilà. D'accord. Alors, Branger, voilà, nous a invités ce matin. Branger, c'est l'occasion en même temps de dire un peu, pendant que nous sert là, ton domaine d'activité, pour qu'on puisse faire un peu la comparaison entre, je veux dire, ton domaine d'activité, est-ce que c'est toujours lié à ton alimentation forcément et en particulier à ton déjeuner? Ben écoute, en général, moi le matin, je ne mange pas vraiment. Tu vois, donc c'est-à-dire que si je dois manger le matin, on va dire c'est quand je reçois des personnes. Tu vois, là je vous reçois, donc je fais un bon petit déjeuner. Sinon, on va dire que je me lève plus tard, vers 11h midi, parce que je travaille la nuit. D'accord. Tu vois, j'ai une boîte de nuit, donc c'est chaud de se lever le matin à 7h. Petit déjeuner, nous là on ne peut pas. Tu vois, donc c'est plus vers midi, on essaie de se lever, on va prendre un petit déjeuner. Des fois c'est cornflakes, des fois c'est un peu de pain. Quand tu es content, tu prends un croissant. Parce que tu vois, je suis content, vous êtes là. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas je prends un croissant. Mais c'est pas tous les jours. Hein. C'est pas tous les jours. D'accord, ah bon, d'accord. C'est pour la matinale. C'est pas la belle vie, hein. Voilà. Donc ne pensez pas ça. Voilà, un peu. Attends, je vais te servir un peu de jus quand même. Bon, un peu de jus, non. Mais moi je suis un peu curieux. Je veux savoir, regardez. C'est comme cacao, c'est comme, je sais pas. C'est quoi? On appelle ça crunch. Crunch, hein? Ouais. Bon, c'est ça, moi, j'ai envie. C'est des cornflakes américains. C'est de ça, j'ai envie. Ça, là, tu mets ça aux États-Unis. Ça vient à Abidjan. Ah, d'accord. Il n'y a pas ça ici? Il n'y a pas ça ici. États-Unis, Côte d'Ivoire. D'accord. Permettez-moi d'être curieux, chers téléspectateurs. On appelle ça, tu as dit le crunch. Le crunch. Quand tu manges avec. Voilà, tu vois, non? Avec. Les crunch, chers amis. Voilà. Bon. Le lait chaud là. Ça fait. Crunch. Voilà. Voilà, nous arrivons presque au terme de notre entretien, de notre petit moment, de notre petit déj, en compagnie de Alexandre Branger qui nous reçoit chez lui. Alexandre, on va conclure. On va dire merci à tout le monde, non? On va dire merci à tout le monde. Merci à RPI, merci aux Ivoiriens de nous suivre, de nous encourager. C'est grâce à vous qu'on est là. Voilà, dans la petite maison, sans discrétion, on vous invite. Donc voilà, il n'y a rien à cacher. Chacun fait comme il veut pour travailler, pour avoir ce qu'il veut. Donc on vous attend tous en 24 Il n'y a pas de souci. Allez, portez-vous bien et bon appétit pour ceux qui prennent un petit déjeuner en même temps que nous. Voilà. Big up les gars. Big up. Allez, ciao.
tous les styles, tous les genres. Vous avez pu voir le petit-déj d'Alexandre Branger. On salue au passage tous ceux qui nous attendent, qui attendent impatiemment qu'on vienne prendre le petit-déj avec eux. Et bien, c'était ce menu qu'on avait à vous proposer. Merci à Patrick Ndiakan. Et puis, nous, je pense qu'on a un petit café ici pour commencer la journée. C'est tellement essentiel de prendre des forces avant de continuer. Eh oui, tous les matins, donc petite collation, même si on ne peut pas prendre correctement son petit déjeuner, mais on a reçu un nutritionniste sur ce plateau, il nous a dit que c'était très important de ne pas le rater, ce petit déjeuner. Donc on essaie comme on peut de récupérer quelque chose le matin. Et oui, moment important de la journée. Qu'est-ce qu'on fait à présent? On va s'informer pour ceux qui n'ont pas encore les journaux, qui s'apprêtent à sortir, c'est l'actu en 3 points. Commencer en parlant de sécurité routière, la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Vous saviez qu'il en existait à Abidjan? Oui, une commission importante qui a pris encore du ferme et du poids suite à ce qu'on voit sur nos routes. Et oui, en session donc ordinaire, ce 1er octobre a retiré à 27 automobilistes leur autorisation d'être aux commandes d'un engin auto ou moto. Et ces 27 nouveaux cas portent à 471, donc le nombre total de chauffeurs ayant été sanctionnés depuis la réactivation donc, de cet organe en 2018. 27 sanctionnés donc, sur 33 dossiers, dont 23 ayant entraîné des pertes en vies humaines. Et j'en connais d'autres qui doivent se réjouir en ce moment et qui décrivent toujours les situations sur nos routes. Et bien par ailleurs, le défaut de maîtrise, la vitesse excessive, l'imprudence du conducteur, le non-respect des feux tricolores sont entre autres les raisons qui ont motivé les sanctions mentionnées par le ministère. Et bien Fatima, nous sommes tous des automobilistes et on constate bien ce qu'on voit on constate bien ces manquements sur nos routes. Et oui, on ne fait même pas que constater. De temps en temps, il arrive que nous-mêmes aussi, on commette des infractions. Voilà, donc c'est le lieu de nous rappeler, de nous sensibiliser à tout ce qu'il faut faire de manière correcte sur la route. C'est très important. Le respect des feux tricolores, par exemple. C'est vrai que quand on le fait et qu'on n'entraîne rien, ça va, ça passe. Sauf que, de temps en temps, on n'est pas forcément maître de tout ce qui peut arriver. Et ça crée pas mal de dégâts, donc des pertes en vies humaines, par exemple, même des dégâts matériels. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention à tout ce qu'on fait sur la route. C'est important. On est à la fois responsable de nos vies, mais de celles des autres. Oui, celles des autres. Le téléphone au volant, attention, prudence. Et une autre actualité people ce matin. Alors, Vital et Mollard, tout est rentré dans l'ordre. Et oui, on a vu pas mal d'internautes et déjà très contents du clash entre Vital et Mollard. Ça s'est arrêté très vite et nous, on est très contents. Et je pense que comme la sorcellerie, ils commencent à aimer ces situations qui s'enveniment un peu partout. N'aimons pas trop la négativité. Oui, vraiment. Ce n'est que mon avis, mon humble avis. Est-ce que j'aimerais dire un message du Mollard? Je m'excuse auprès de toi. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Ce sont des incompréhensions. On s'excuse auprès de tout le monde. On aura besoin de toi. Apaise ton cœur. Ce sont les mots du Mollard suite à cette, je pense, grosse incompréhension qui a failli y avoir. Ils ont tous besoin de Vital au Prumude et ça donnera un cachet à cette cérémonie. C'est sûr, on sait qu'elle a déjà remporté des prix donc, au prix international de la musique urbaine et du coupé-décalé. Alors pour cette édition 2020, on espère encore qu'elle va glaner des lauriers, pourquoi pas. En tout cas, c'est très important qu'elle soit à cette cérémonie-là. Et puis voilà, on est content quand tout rentre dans l'ordre, quand tout se passe bien, que oui, on est très content. Alors on vous rappelle que cette édition 2020 sera diffusée en direct sur la RTI. Allez, on passe à présent à notre fait insolite. Un homme d'affaires de 39 ans rachète l'immeuble où se trouve la banque qui lui avait refusé un prêt 18 ans plus tôt et s'apprête à transformer cet immeuble en résidence et commerce. C'est une vengeance. Mais bon, on l'encourage. Qu'est-ce qui a motivé cette action ? Tout simplement que ce jeune homme, à 21 ans, il quitte son poste de vendeur pour créer son entreprise et il demande alors un prêt, cette histoire de 10 000 livres, donc 11 000 € à une banque
en présentant un plan d'affaires bien établi, eh bien, la directrice de l'établissement ne le prend pas au sérieux. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Adam est un homme d'affaires qui est à l'origine de plusieurs entreprises qui génèrent des millions, dont la société de gestion. Donc, cette entreprise a pris en compte pas mal de patrimoine et aujourd'hui, il a racheté cette banque. Il a dit, vous n'avez pas cru en moi, aujourd'hui, je suis devenu un big boss, je rachète l'affaire pour vous montrer qu'il faut croire en cette jeunesse intelligente, cette jeunesse qui a un savoir-faire et qui bouillonne. Mais encore, quelles sont les garanties? Oui, c'est ça. Les banques, évidemment, ont peur. Ont besoin de garanties. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas l'opportunité de donner des garanties très tôt comme ça dans la vie. Et justement, une idée, quand elle vient dans la tête, on a vraiment envie qu'elle sorte, mais souvent on croit nous seuls en l'idée, voilà. Un peu de personnes. Et si on n'est pas convaincant, on croira que tout le monde entier est contre nous et que le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est aussi le défaut de la jeunesse, d'avoir des rêves et penser que tout le monde peut être dans sa bulle et dans son rêve. Et heureusement encore que la jeunesse a des rêves, parce que sinon, vous imaginez que vous allez être barbant, tout ça. Il faut croire en vous, il faut établir des plans de vie, des projets, peu importe si ça ne se passe pas comme on veut. C'est aussi la vie, mais il faut toujours rester focus sur ses objectifs. Et voilà comment nous refermons notre actu en 3 points de ce jour. Mais on vous rappelle que depuis hier, nous avons lancé le jeu de la matinale. Et vous avez l'opportunité cette semaine de remporter une très très belle enveloppe en fin de semaine. Et pour remporter cette enveloppe, tout ce qu'il faut faire, c'est de deviner juste derrière notre image floue le nom de la personne qui s'y cache. Alors, vous nous envoyez donc JLM, jeu la matinale, hashtag, donc voilà. Et vous nous écrivez le nom de la personne que vous pensez être derrière cette image. Une belle enveloppe de 50 000 francs à gagner. Tous ceux qui suivent la matinale, vous aurez des indices tout au long de cette émission. Ces indices vont vous permettre de découvrir qui se cache derrière cette image. N'oubliez pas, JLM, jeu la matinale, envoyé donc au 54 51 19 42. Et j'en connais bien qui sont impatients, qui prennent leur téléphone. C'est fini, ces histoires de coucou. Ils vont commencer à jouer pour repartir avec cette enveloppe. Pourquoi pas? Ça va faire du bien quand même en fin de semaine. Allez, on ouvre à présent notre talk avec votre permission. Nous allons ouvrir avec Destination 225. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la première partie d'un reportage qui a été fait à la baie des Milliardaires. Oui, une baie qu'on aime bien découvrir, ses aspects, ses différents contours et tout ça dans cet élément dans la matinale. À l'origine, Abia-Tranan était un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, avec environ 3000 habitants, le village compte plus de 3 gros quartiers. Visité par les Occidentaux lors de leur passage en Côte d'Ivoire, le site a été baptisé Baie des Milliardaires. Il y a eu donc des touristes qui sont arrivés. Ils ont trouvé le site très beau, donc ils ont appelé Baie des Milliardaires. Donc leur présence a contribué encore au rayonnement de ce village-là. Et puis à faire entendre, à faire parler de ce village hors même des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc les personnalités se sont intéressées, d'autres personnes se sont intéressées également pour résider dans cette zone. Le calme, l'air frais et l'espace lagunaire ont attiré plus d'un à bâtir leur propriété au bord de l'eau jusqu'à créer une baie, un paradis. Investir ce lieu n'est pas donné à tout le monde. Normal, le luxe a un prix. Imaginez Beverly Hills où seules les grandes fortunes peuvent avoir pignon sur rue. La baie des Milliardaires se trouve sur une île. Pour y aller, l'accès est exclusivement réservé aux détenteurs de yachts et les moyens de déplacement sont plus fréquemment de petits bateaux ou encore des vedettes. Ce cadre féerique dénote du statut social des cadres qui y habitent ou qui vont régulièrement se reposer le temps d'un week-end. C'est un cadre idéal pour moi et c'est l'une des destinations qui m'a permis de rester en Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. C'est vrai que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de sites touristiques. Mais quand on voit ici aussi, c'est vraiment tranquille. Je crois que
ça me donne envie de revenir. Ce paradis ivoirien est un lieu où l'on est débarrassé des bruits assourdissants des voitures et la pollution des usines, loin de la ville. Le repos et le jeu sont les seules activités de ce milieu. Et je trouve que c'est un endroit très agréable. Le plan d'eau là ici est magnifique. Et ici on peut faire plein de choses. Pour les enfants c'est parfait. La piscine est super. Et même quand on vient dormir, parce que j'ai déjà dormi ici, c'est un super endroit. On m'avait beaucoup parlé de cet endroit, l'île Boulet, la baie des milliardaires, mais je voulais voir un peu par moi-même si c'était aussi beau que ce qu'on m'a raconté. Et je ne suis pas du tout déçue, c'est magnifique, c'est paradisiaque, on se croirait en Thaïlande ou en Indonésie. Franchement, pourquoi payer des billets d'avion chers là, pour partir là-bas alors qu'on a ça ici? Eh oui, hein, pourquoi payer autant d'argent pour aller découvrir d'autres pays alors que nous avons une baie, nous avons des sites touristiques à découvrir dans ce pays. Et bien là, nous étions à la baie des milliardaires où nous avons des endroits qui sont reposants, qui sont calmes et c'est bientôt le week-end. Vous aurez l'occasion de prendre d'assaut ces sites touristiques. Et évidemment, on vous a dit c'est la première partie, on aura la deuxième partie demain dans la matinale. Comme tous les jours avec Destination 225. Et oui. J'aime bien le ton, j'aime bien la tonalité. Cela rappelle pas mal de choses. C'est qu'elle est réveillée et qu'elle est prête à tout vous donner jusqu'à 8 h où nous allons mettre fin à cette matinale. Exactement. Et nous ouvrons à présent notre page entretien avec aujourd'hui notre invité. Il est sexologue. Oui, sexologue clinicien. C'est lui qu'on reçoit ce matin. On fait entrer l'invité. On l'invite à pouvoir parler de ce sujet autour de cette thématique. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le bien-être de l'esprit nous procure la vie et nous procure une assurance d'une vie de qualité. Bonjour à vous. Bonjour, M. Franck-Olivier. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Miss Sibé. Alors, vous savez, quand on a dit qu'on recevait un sexologue clinicien, tout le monde s'est dit sexologue le matin comme ça et tout. Ils étaient un peu surpris. Rassurez-vous, on sera très classe sur ce plateau ce matin, mais on a tenu à en savoir un peu plus et évidemment, c'est important. Allez, dans votre, quelle formation on fait pour devenir sexologue clinicien? Eh bien, déjà, il faut savoir que c'est après le bac et ça ne se passe pas en Afrique, c'est spécifiquement en Europe. D'accord. En France, 4 ans après le bac. D'accord. Voilà. Et pourquoi spécialement clinicien? On entend sexologue, mais clinicien, pourquoi? Le thème sexologue n'est pas un thème protégé, surtout en Afrique. Et on voit pas mal, vous êtes sur Facebook, vous voyez pas mal de coachs et de sexologues qui se limitent seulement à expliquer comment on pratique la sexualité. Le sexologue clinicien, c'est celui qui est diplômé, qui est très proche des hôpitaux, qui porte la blouse, qui consulte, qui est proche des autres consultants à l'hôpital. Voilà. C'est-à-dire que d'où le thème clinicien. Aujourd'hui, on peut aller voir le sexologue comme on va voir le dentiste ou encore justement. D'accord. Okay. Ouais, d'accord. Et aussi, il y a un thème. Et ce qui est clair, c'est que je suis en clinique. Et en clinique. Voilà. Un thème rattaché aussi à votre, je vais dire votre titre, médiateur familial. Pourquoi médiateur familial? D'accord. Déjà, il faut définir le rôle du sexologue dans la société. Le sexologue, c'est celui qui s'occupe de la vie de couple. J'aime à le dire, je suis le gardien de la paix dans le couple. Sérieux? Donc, en tant que gardien de la paix dans le couple, je suis emmené à régler des problèmes enfants, parents, papa, maman, fille, garçon, papa. Voilà. Donc, pour ce rôle-là seulement que je suis emmené à jouer pour les familles, je suis un médiateur, mais spécifiquement pour la famille. Alors évidemment, vous savez que le thème est très large, très vaste. On n'aurait pas pu tout développer en une émission. Alors on a décidé aujourd'hui de spécifier. Alors Franck, c'est quoi notre thème? Et aujourd'hui, notre thématique bien-être de l'esprit. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Comment sauver son couple en crise? Vous êtes à la maison, peut-être que tout va mal. Cette nuit, c'est pas bien passé. Vous avez décidé de vous lever tôt et de regarder cette émission. Je pense que vous aurez non seulement les prémices, de savoir comment est-ce que ça arrive et comment en sortir. Alors, comment sauver son couple en crise? Jean-Paul Kwame, c'est à vous. On en parle. Comment sauver son... Et là, je mets le pied dans le plat comme ça. Oui, directement. Comment sauver son couple en crise? C'est déjà... Il y a des principes. Quand on est en relation, que la relation soit amicale, familiale ou professionnelle, nous avons une obligation dans la relation.
c'est déjà la communication. La communication est la base de toute relation. Parlant de son couple ou de son couple en crise, je veux dire déjà, avant on ne va pas laisser le couple en crise et tenter de le sauver. Il faut beaucoup communiquer. Il faut avoir une sexualité active et épanouie. C'est très important. C'est sur ce volet-là que beaucoup m'attendent. Eh ben oui, ce matin, oui, il faut avoir une sexualité active et satisfaisante. Ça veut dire quoi, active? Ça veut dire que ça doit se passer chaque fois que l'un ou l'autre en a besoin. Et satisfaisante, ça veut dire que quand on se lève du lit, chacun doit dire ouf, merci. On chantonne. Voilà, je suis content. C'est vrai, vous en parlez, on en rigole, mais c'est très très important. Déjà, on parle de crise, mais il y a divers niveaux de crise. Évidemment, il y a des petites crises, donc on peut régler très rapidement, et il y en a des grosses. On va commencer par les petites. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle crise, par exemple, dans un Ce que nous appelons petites crises, ce sont des crises qui peuvent être rapidement réglées. Après une sexualité, après une sexualité dans le lit, ou même après avec l'intervention des parents, des collègues, des voisins du quartier, tout ça. Mais je suis là aujourd'hui pour parler des crises graves, des crises qui vont mener le couple dans le mur de la rupture, du divorce. Comment les reconnaître? Il y a des signes, je le disais tantôt, il y a des signes pour les reconnaître, un peu comme les symptômes d'une maladie. Voilà. Déjà, c'est la libido. Lorsque vous n'arrivez plus à vous donner à l'autre au plan sexuel, et là, en tant que spécialiste, je peux vous dire que la crise est très Et comment est-ce qu'on peut imaginer ça, quand on n'arrivait plus à vous donner à l'autre? À quoi est-ce que ça ressemble? Vous êtes dans le lit conjugal, vous n'avez plus d'envie. L'envie sexuelle avec celui que vous avez considéré durant des années comme votre femme ou votre mari légalement mis ensemble, ça ne circule plus côté sexuel. Mais bizarrement, il n'y a plus cette tension. Vous avez des désirs pour d'autres personnes. D'accord. Ah, voilà. Vous avez autre que la personne. C'est la différence. C'est la différence. Si ce manque de désir-là est général, là, on peut parler, on peut donner un nom à ça. Et ça peut être une maladie. Mais quand vous avez des désirs pour d'autres personnes hors du foyer conjugal, mais sur le lit conjugal, ça ne passe pas, et bien là, c'est un signe annonciateur que la crise que vous vivez depuis un certain moment est grave. Et en train de virer autre chose, comme on voit à l'image, pour ce couple, la dame qui tourne le dos, le monsieur qui essaie de la convaincre. Je suis sûr que vous vivez pour certaines personnes ce cas en ce moment. Mais oui, non, mais en plus, enfin, là, très honnêtement, oui, non, mais Franck, il rigole, c'est sérieux. Mais nous, les femmes, contrairement aux hommes, voilà, on n'est pas tout le temps... ça ne peut pas forcément dire qu'on n'aime plus la personne. Non, ce n'est pas le seul signe. C'est l'ensemble de tous des signes que je vais citer, mis ensemble, qui vont vous faire comprendre que la situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, hein, d'accord. Et juste après le manque de désir sexuel, le manque de désir sexuel, qu'est-ce qu'on peut observer? Il y a aussi qu'on n'a plus envie de se projeter avec l'autre. Ça peut être un projet un peu plus important, un achat de véhicule, un achat de maison. On diffère, on se dit, bon, j'ai mon argent, il a son argent. Je ne suis pas obligé de m'associer à lui pour quoi que ce soit. D'accord, les projets deviennent différents. Oui, différents. On se désolidarise, même le choix de l'école des enfants. On va se lever, prendre son initiative seul et aller inscrire les enfants, acheter leur tenue en vacances. Là où les enfants doivent aller passer les vacances. Peut-être qu'on s'entendait avant, maintenant on ne s'entend plus. On prend l'initiative, on informe, on prend le temps juste d'informer. Bon, les enfants vont chez ma soeur, chez ma maman, point. Parce qu'il n'est plus important à nos yeux. Ah, okay. On ne demande plus son avis. On ne demande plus son avis. Le troisième signe, c'est quand on n'arrive plus à supporter les câlins de l'autre. Le fait qu'il puisse nous approcher, nous toucher. On ressent comme de la chaleur, on ressent comme des piquants sur le corps chaque fois qu'il nous touche. Du dégoût. Du dégoût, plus que le dégoût, je dirais. S'il y a un autre mot, tu peux me le prêter. Voilà, parce qu'on parle ici de signes de crise grave. Voilà, donc on est dans sa bulle en train de faire des calculs de déménagement que de réconciliation. Voilà. Et à ce moment-là, justement, vous intervenez. Et quels sont, par exemple, les conseils que vous donnez
à des couples en crise qui arrivent à ce stade-là? Je leur ai dit de parler quand même, d'inviter l'autre. Il va arriver un moment où il faut arrêter de tricher, il faut arrêter de faire semblant. Parce que lorsque les couples traversent des crises graves, chacun est dans sa bulle, chacun regarde l'autre et se dit « Moi, cette fois-ci, je n'irai pas vers toi parce que j'ai raison sur toute la ligne. » L'autre aussi, il se dit la même chose. « Moi, cette fois-ci, je n'irai pas vers toi. J'ai raison sur toute la ligne. » Mais il va arriver un moment où il n'y a pas d'alternative. Donc, il faut arrêter de tricher, il faut arrêter de faire semblant et aller vers l'autre. Lui dire « Voici ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens ?» S'asseoir, se donner la chance de réconcilier soi-même ce couple-là. On n'arrive plus à manger ensemble, on n'arrive plus à faire l'amour ensemble, on n'arrive plus à sortir ensemble. Je veux qu'on en parle de façon très sérieuse. Est-ce qu'on ne se sent pas trahi au début, parce qu'on s'est dit tellement de choses, et bon, pendant qu'on vit ensemble, on se rend compte que ces promesses ne sont pas tenues, parlons des hommes comme des femmes. Est-ce que cela ne peut pas engendrer ce genre de situation? Oui, bien sûr. Les crises de couple ne viennent pas comme ça, comme une bombe. Ce sont des petites frustrations qui, mis bout à bout, deviennent quelque chose finalement de plus grand. Est-ce qu'on peut les citer? C'est vrai qu'on a cité les symptômes, mais parlons des causes. Il ou elle a demandé un téléphone aujourd'hui, tu ne l'as pas offert, mais tu t'es offert à toi-même un téléphone. Ça, c'est une frustration. Elle ne va jamais en parler. Oui. J'ai demandé de l'argent pour m'acheter des pagnes, tu ne m'as pas donné, mais au même moment, je vois que ta garde-robe s'est renouvelée. C'est une petite frustration qu'on va accumuler. Arrivé au moment, ça va devenir ce dont on parle ce matin, qui est la crise grave. Et très souvent, il n'y a que la séparation qui peut malheureusement être la solution. Mais vous qui êtes un médiateur familial, on est très sûr et certain que vous avez eu pas mal de cas à gérer. Est-ce que vous avez des témoignages surtout édifiants à partager avec nos téléspectateurs ce matin? Oui, c'est clair. Le conseil, c'est ce que je viens de vous dire, c'est d'essayer. Et lorsque vous essayez qu'il n'y a pas de conclusion satisfaisante, on va vous demander de consulter. Et après consultation, nous allons essayer de vous écouter. Après 2-3 séances de médiation, la plupart du temps, tout rentre dans l'ordre. Et vous savez que peut-être que c'est cuit, hein. C'est vrai qu'il est sous le secret professionnel, mais parlons sans les citer d'une situation, d'une crise grave que vous avez pu gérer avec vos patients. Vous aimez le pragmatisme? Oui, ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que finalement vous arrivez à garder des couples ensemble plutôt que d'aller vers la rupture? Oui, il y a pas mal de témoignages. Il y a pas mal de témoignages. Et comme vous voulez un exemple, je vais vous raconter une très belle histoire. Un jour, je suis consulté par une dame qui me dit mon mari veut me faire l'amour dans la voiture. Quel conseil vous pouvez me donner pour pouvoir régler ce problème? Parce qu'il devient de plus en plus exigeant. Et les disputes, c'est presque chaque jour. C'était devenu invivable pour ce couple-là. Et elle me raconte qu'il ne donne plus l'argent, qu'il boude beaucoup, qu'il pratiquement, si ce n'est pas pour faire l'amour à la cuisine, dans la voiture ou ailleurs, il ne demande plus rien. Je lui ai dit, madame, ce que vit votre couple en ce moment s'appelle une crise de couple qui s'annonce. Et si vous ne prenez pas les choses en main, vous allez perdre votre mari. Voici, lorsqu'on vit en couple, il arrive un moment où la monotonie commence à s'installer. C'est-à-dire vous connaissez la couleur de tous vos draps, vous connaissez la couleur de votre mur de chambre, votre lit que vous avez acheté peut-être à 1 million, vous connaissez même le bruit lorsque vous vous tournez. Et il arrive un moment, vous savez comment vous touchez madame, comment elle se retourne. Donc on sait comment la sexualité commence et se termine. Arrive un moment, on n'a plus cette envie-là d'aller vers l'autre parce qu'il n'y a rien à découvrir. Ça devient la routine. Et la routine, merci pour le mot. Et la monotonie va s'installer et on sait la suite logique de la monotonie, c'est les disputes, c'est la rupture. Et je lui ai expliqué tout ça, elle a dit « Ok, maintenant que je comprends, je vais prendre les choses en main. » Et ce même soir-là, elle a fait déménager les vigiles, elle leur a demandé de rentrer chez eux, elle a fait pulvériser le jardin et elle a déposé 2 matelas dans le jardin. Alors là... Et ils se sont mis à l'aise jusqu'à 4 heures. Dès le lendemain, le monsieur s'est souvenu de tout ce que la dame avait demandé il y a 2 ans en arrière. Tu m'avais demandé une télé? Bon, ok, je te l'achète aujourd'hui.
tu m'avais dit que ta maman était malade, ses soins c'est combien? 50 000. Et en tout, il avait dépensé, à pied levé, comme ça, arrêté, il avait dépensé près de 200 000, sans bouger. Rapidement. Et elle m'appelle, elle dit, waouh, on n'a pas forcément besoin de maraboutage, de prier à toutes les circonstances. Il faut souvent avoir le flair, avoir la bonne idée pour agir au bon moment. Depuis ce jour, et le monsieur, au retour d'habitude, il a l'habitude de rentrer à 22h. Ce jour-là, dès 17h, il était déjà à la maison. Parce qu'il s'imaginait autre chose. Et il dit à sa femme, ben, je ne savais pas que j'avais une magnifique femme, je m'emmerdais dehors depuis avec les petites. Vous comprenez qu'il venait de découvrir sa femme sur un autre aspect qui vraiment le réjouissait profondément. Et là, on vous prend vraiment au mot parce que quand vous parlez de communication, il n'a peut-être pas osé dire à sa femme au départ ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Il demandait quand même, mais sa femme avait ses principes. Oui. Voilà. Vous savez que moi, je reçois des religieux de tous bords, des évangélistes ou des musulmans qui me disent qu'il y a des positions. Si on les pratique, on ne va pas au paradis. Si on pratique ça, mon mari me le demande, mais mon pasteur me dit que si je pratique ça, je n'irai pas au paradis. Vous voyez comment les gens se limitent eux-mêmes à ne pas se mettre à l'aise, à ne pas se faire plaisir. C'est dangereux pour le couple. Est-ce que le problème aussi ne vient pas au début de la relation? C'est ça. En général, on se présente comme des gens parfaits, voilà, on est correct. La plupart du temps, vous rencontrez quelqu'un qui est très religieux, donc du coup, vous dites, attention, on va faire vraiment la sainte nitouche. Et puis, finalement, vous vous rendez compte au bout de 3-4 ans que monsieur, il veut autre chose. Donc, c'est peut-être le départ. Merci beaucoup de toucher ce point-là. Là, il s'agit d'incompatibilité ou de compatibilité. Souvent, on n'est pas compatible, mais on pense qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Non. C'est une erreur. On se bute au bout de 3 ans de relation que cette personne-là ne change pas. Et donc, on commence à se lasser et à regarder finalement dehors, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien pour le couple. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens, et là, vous me donnez l'occasion d'en parler, faites à tous les couples qui sont encore copains, copines, ou qui sont encore dans l'antichambre du mariage, c'est-à-dire qui sont fiancés, qui veulent se marier, faites votre test de compatibilité. Et comment on fait ce test de chez le sexologue. Compatibilité? C'est chez le sexologue. Un petit secret. C'est à 3 niveaux, c'est assez long. Il y a le test de compatibilité amoureux qui consiste à voir est-ce que ma copine et moi, ou ma fiancée et moi, nous avons les mêmes goûts, à savoir restaurant, sortie, lecture, voyage, quelle nourriture nous aimons nous deux. Tout ça, c'est important d'en parler en amont pour éviter les clashs au bout de 4 ans. Quand on sait que 2 mariages sur 3 aujourd'hui n'atteignent pas le 4e anniversaire. Donc c'est important. C'est tout ça qui ne sont pas pris au sérieux et qui finalement deviennent bons pour le couple. Mais qu'est-ce qu'on dit des gens qui clament que les contraires s'attirent? Oui, les contraires peuvent s'attirer. Je parle par exemple je vais prendre l'exemple d'un couple où le monsieur est très radin. Il a forcément besoin de quelqu'un parce que la radinerie aussi est un manque de confiance en soi, est une réelle souffrance. Donc avoir en face de soi une femme qui dépense sans trop réfléchir, ça nous met nous-mêmes à l'aise. Donc c'est par rapport à ça, par exemple, qu'on peut dire que les contraires s'attirent. Vous ne pouvez pas avoir dans un même foyer 2 personnes bavardes. Ce n'est pas possible. Vous allez vous lasser. Il faut quelqu'un qui est très posé et l'autre qui raconte sa vie à tout moment pour avancer facilement. Très souvent, on peut voir des parents, des couples un peu plus âgés, qui ont 20 ans, 25 ans de mariage, et ça ne va plus dans ce couple. Madame, très souvent, qui dit c'est parce qu'on a des enfants, on a des intérêts communs que nous sommes ensemble. Ces crises peuvent agir au sein de la cellule familiale. Bien sûr, bien sûr. On le sait, les enfants de parents divorcés sont des enfants qui grandissent avec un manque de confiance, qui grandissent avec un mutisme profond, qui se posent beaucoup de questions, d'où aussi les ratés, des enfants qui avaient un avenir vraiment prometteur, qui se retrouvent du jour au lendemain drogués. La société va le juger, mais lui sait d'où vient son mal. Et c'est là qu'on doit attaquer
on doit s'attaquer au mal, sensibiliser les parents, leur dire que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. On peut arriver à se disputer, mais quand on en vient à décider à se séparer, c'est que depuis un moment, on avait prévu. Les disputes ne séparent que ceux qui ont prévu, qui ont un projet de rupture. C'est clair. Mais c'est devenu fun, hein, le mariage. On se dit, c'est people, je m'habille superbement bien comme Fatima, faire des photos, montrer aux gens que socialement, je suis à l'aise et que je ne suis pas différent comme les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que la cellule familiale, je pense, est très, très importante pour le développement personnel de l'être humain. Et là, vous me donnez l'occasion de revenir encore et parler de compatibilité. On se marie sans savoir si nous sommes faits l'un pour l'autre. Le critère de beauté en Côte d'Ivoire, je dirais en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire, ce sont des femmes. Pour les femmes, ce sont des femmes rondes, avec des bassins, la poitrine bien remplie et un petit visage. Le critère de beauté pour l'homme africain noir, c'est un visage asymétrique, grand de taille, et qui peut peut-être peser au moins 110 kilos. Et qui a les finances solides. Je parle de critères de beauté, je parle de physiquement. Déjà, quand on voit ça comme ça et que la personne remplit les conditions physiques, on se dit, tiens, top, moi, ça me suffit, je peux l'emmener à la mairie. Il n'y a pas derrière l'éducation de la personne. Il n'y a pas derrière le caractère de la personne. Il n'y a pas derrière la façon dont la personne apprécie chaque situation, qu'on ne connaît même pas. Vous avez des gens très nerveux qui, en moins de dispute, soulèvent un couteau. Voilà. Mr. et Mrs. Smith. Il faut comprendre, il faut savoir maîtriser les contours. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, je dirais, en 1 an ou 2 de relation, mais il faut connaître le minimum chez la personne. Comment la personne réagit lorsqu'on parle d'argent? Comment la personne vous voit désormais lorsque vous parlez de votre passé? C'est tout ça, l'incompatibilité. Il y a des gens à qui tu leur dis, bon, moi j'étais en zone 4 avant, je lançais foulard. À partir de ce moment-là, vous lui dites la vérité sur votre passé, comment il vous voit. C'est ça aussi la compatibilité amoureuse. Vous lui dites, bon, moi je suis quelqu'un de... Je suis pas radin, mais je suis très économe, je veux qu'on ait vraiment une finance serrée pour pouvoir préparer l'avenir des enfants. C'est stable. Voilà. Vous avez des gens qui ont grandi avec des parents qui étaient très économes. Quand ils grandissent, ils se disent, bon, moi, mes parents étaient tellement avares, moi, aujourd'hui, je veux me faire plaisir. Donc, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui dépense beaucoup. De l'autre côté, vous pouvez tomber sur une femme qui avait des parents qui étaient très dépensiers. Et qui ont fini par être ruinés. Voilà, ruinés. Et donc, cet enfant-là, lorsqu'il va devenir responsable, va dire, bon, moi, mes parents ont tellement dépensé, ils n'ont rien foutu de leur vie. Moi, je vais serrer. Donc, Franck Olivier, par exemple, qui va vers Fatima, ne sait pas comment Fatima, la vision de Fatima face à l'argent, ça peut créer problème très rapidement et devenir une bombe. Donc, il faut en parler. Ce sont, entre autres, des sujets qu'on traite lorsqu'on fait le test de compatibilité. Mais l'amour rend aveugle, hein. Les émotions, les pulsions, qu'est-ce qu'on a? Non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour rend aveugle est une expression qui est devenue vraiment théorique. Vraiment théorique. Parce que par derrière, on se dit, OK, l'amour rend aveugle, je suis aveugle, je m'engage, mais je mange quoi? Ça aussi, c'est une réalité. Alors, on profite du fait que vous soyez sur notre plateau pour vous poser la question sur les délais. Parce qu'en général, bon, c'est vrai, quand on est religieux, par exemple, on vous dit il faut être chaste jusqu'au mariage. Et du coup, bon, on découvre la personne, tout ça, après le mariage. Et puis, il y a d'autres qui n'ont pas envie d'être surpris, donc ils se disent non, il faut qu'on teste avant. C'est quoi la bonne méthode finalement? Parce qu'on ne sait plus où se mettre, qu'est-ce qui est correct ou qu'est-ce qui éventuellement peut nous aider? Wow. On vous laisse le temps de réfléchir? Non, je ne réfléchis pas, je n'ai pas le temps de réfléchir. Mais je vais d'abord donner mon avis personnel et mon avis en tant que spécialiste. Il y a eu pas mal de surprises, des personnes qui sont mariées et qui sexuellement sont découvertes, finalement. Ils étaient compatibles ou incompatibles? Très souvent étaient incompatibles. Et là, déception. Donc, à peine rentrer dans le mariage, à peine pense divorce. Donc moi, je ne conseille pas à quelqu'un de rentrer
dans un mariage pour après se découvrir. Je ne parle pas ici en tant que chrétien, donc pour ceux qui sont amoureux des injures, voilà, vous pouvez m'en garder. Je donne mon avis en tant que spécialiste. Et vous mettez à combien de pourcents la sexualité dans le mariage pour vous? C'est le pilier du couple. Ah, j'allais pouvoir rebondir en disant que certaines sexualité, c'est rien. La sexualité ne va pas, tout le reste est bâclé. C'est compliqué. Oui, est compliqué. La sexualité est le pilier du couple. Juste après vient la communication. Ça veut dire qu'on peut se mettre là, à se mettre à l'aise au lit et ne pas avoir forcément l'argent, mais faire comprendre à l'autre que je n'ai pas l'argent. Mais si la personne est sexuellement satisfaite, eh bien le ça reste pas mal de problèmes. Et justement... Et je voudrais attirer l'attention de beaucoup, des frères et sœurs. Lorsqu'on parle de sexualité comme ça, beaucoup vont se mettre en retrait et font comme s'ils n'ont jamais pratiqué la sexualité. Souvent dans mes conférences, je les vois au fond de la salle, ils changent de mine, ils sont de bouche, pudiques. Voilà, très pudiques. Mais ce sont des gens qui sont très actifs. Je vais vous poser une question. Fatim, qu'est-ce que tu peux faire pour ton mari ou pour ton chéri et que son frère, sa soeur ne peut pas faire, à part la sexualité? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre femme, pour votre copine, que ses frères ne font pas? C'est ça la vraie différence. C'est seulement la sexualité. Donc, arrêtons de nous cacher. La sexualité est le motif principal du mariage. Parce qu'il faut procréer. Hein. Oui, je dirais que c'est le seul motif du mariage. Quand on dit on va se marier, c'est pour ça. Sinon on peut rester amis. Oui, voilà, parce que la sexualité peut devenir un moment, un temps de plaisir. C'est une double fonction. Mais par derrière, on a une mission à accomplir. Plaisir et... Oui. À accomplir, c'est de faire des enfants. Alors, j'ai la lourde charge de trouver la transition entre la sexualité et le sport. Mais je dirais que pour être efficace, il faut peut-être faire un tout petit peu de sport. Alors, on va aller on va aller avec Coach Angelo qui va me faire bouger un tout petit peu ce matin. Bonjour famille fitness, bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier. Vous allez bien, j'espère. Là, c'est fini les vacances, on se remet au boulot. Qu'est-ce qu'on va travailler? Je donnerai quelques exercices de cardio qui consistent à éliminer tout le gras du corps. Sourire, nous serons très heureux de reprendre ces gestes simples de Coach Angelo. On sourit parce qu'aujourd'hui, on fera un lien toujours avec la sexualité pour pouvoir être actif, vigoureux et surtout faire satisfaire sa partenaire ou son partenaire. Il va falloir faire du sport pour ne pas être fatigué. Ah oui. Généralement, dans le couple, quand on ne fait pas ce que vous entendez des plaintes sur la durée, le temps de la sexualité. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et souvent, ça peut être dû à des maladies sous-jacentes, c'est-à-dire des maladies cachées dans le corps qu'on n'arrive pas à détecter. Et quand on n'arrive pas à détecter une maladie, moi, très souvent, je leur dis, faites du sport. Et très souvent, ça marche. Ça marche. Alors, on va prendre votre mot de fin, parce qu'on arrive... Ah, déjà? Bah oui, malheureusement, il n'a pas envie de partir. Mais même nous, on n'a pas envie de vous laisser partir. L'émission est motivante ce matin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne ou qu'est-ce qu'il faut faire pour éventuellement essayer de garder notre couple? Pour tous ces couples qui ont des difficultés, j'en connais beaucoup, je reçois pas mal de messages sur mon profil Facebook. Pour tous ces couples qui traversent en ce moment des situations difficiles, donnez-vous la chance de continuer encore en invitant l'autre à la table de discussion et en balayant du revers de la main l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, on divorce sans réellement le vouloir. Il faut le noter. Donc, l'orgueil, mettez de côté et allez-y discuter avec l'autre. Et si vous pensez que c'est difficile, vous pouvez contacter la RTI qui va vous aider à joindre, ou vous pouvez aller sur les réseaux sociaux tout simplement et puis rechercher Monsieur Jean-Paul Kwame. Il est sexologue clinicien, on le recevait aujourd'hui justement, et médiateur familial aussi. Attention, c'est important de préciser, on le recevait dans le cadre de notre émission Le bien-être de l'esprit. Allez, on va rapidement au jeu avec votre permission.
oui, le jeu ce matin, voici quelque chose qui va vous motiver à regarder la matinale. C'est simple, on va vous projeter une image à l'écran et vous allez pouvoir, donc à travers les différents indices, nous dire quelle est la personne qui se retrouve sous l'image, derrière l'image, une enveloppe, une belle somme motivante, 50 000 francs CFA à gagner. Envoyez jeu la matinale, en abrégé JLM. Et puis la bonne réponse au numéro suivant, 54. 54, 51, 19, 42. On se fera un plaisir de vous dire qui est derrière. Mais ça, ce sera vendredi en fin de semaine. Et pour l'instant, vous savez, hier, on a déjà un premier indice. On recherche le nom d'une personne qui appartient au 7e art. Et aujourd'hui, notre nouvel indice. Notre nouvel indice, 7e art. Et cette personne a déjà côtoyé l'une des émissions de la RTI. Voilà. L'une des émissions, quel horaire vous allez voir. Vous pouvez voir aussi le décor, un petit indice. Ah non, mais il est sympa en plus, lui, il dit des choses. Bon, allez, vous avez donc le nom à trouver et n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. On vous dira qui a gagné. Bye bye, à demain.